Nathan, ok. Merci de prévenir. Vous pouvez poster le travail à faire. J'écrirai le travail sur le... Maintenant, si je regarde la deuxième ligne, la dernière ligne maintenant. Moins 6 fois 0 égale moins 3. Donc 0 égale moins 3. Absolument. Ok. Hein, je ne rentre pas dans le détail de la rédaction. Hein. En principe, en rédigeant bien, on dit supposons qu'il existe un couple alpha-bêta solution du système. Eh bien, si tel est le cas, on arrive à une absurdité, savoir 0 égale moins 3. Donc, cette supposition faite ne tient pas. V3 n'est pas une combinaison linéaire de U1 et U2. Alors, comment ensuite montrer que U1 et U2 demande de faire la même chose. Sauf qu'au lieu de manipuler des vecteurs, je manipule des polynômes. Voilà. Donc là, ok. Pour P2, allez, je change de couleur. Bien joué. Que l'ensemble des polynômes de degré inférieur égal à 2, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Et donc, cet ensemble de polynômes, ça va exactement se comporter comme l'espace géométrique. Chaque polynôme pourra, d'une certaine manière, avoir pour représentation un vecteur de l'espace. Et donc, on pourra parler de plan pour des polynômes, comme on peut parler de plan dans l'espace. On pourra parler de polynômes orthogonaux, comme on parle de vecteurs orthogonaux entre eux, etc. Alors, pour tout ce qui concerne l'orthogonalité, le produit scalaire, etc., ça sera l'année prochaine. Là, cette année, on va s'intéresser à la question de base, à la question de coordonnées, à la question de décomposition de polynômes, en somme de sous-espaces, etc., etc. Voilà. Y a-t-il, par rapport à ce que j'ai raconté, des questions, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, sur l'esprit général? Est-ce que vous avez des questions? Là, en principe, en présentiel, quand je présente ça, il y a un débat qui s'instaure. Les élèves me posent des questions, me font des remarques, commencent à anticiper sur le cours. Ok. Pareil pour Q2. Par contre, il y a des plans, il y a des vecteurs qui ne seront pas dans le plan. Alors oui, j'en profite. Comment savoir, comment j'aurais pu, comment on montre pour 3 vecteurs qui sont dans le même plan? Comment je peux montrer que 3 vecteurs sont dans le même plan? Comment montrer que 3 vecteurs sont coplanaires? Ouais, j'ai entendu. Ouais, le produit mixte égale à 0. Eh bien, ce qu'on peut faire, on peut faire le produit mixte de P1, P2 et Q1. Si vous regardez P1, c'est il est où P1? Et voilà, j'ai oublié. Ah oui, c'est 1, 1, 1. P1, il est là, 1, 1, 1. P2, c'est 1, 0, 1. Et Q1, c'est... Ah oui, mais en fait, oui, enfin, Q1, Q1, il faut que j'exprime... dans x2, x1. Il faut aussi, si j'exprime dans x2, x1, bon, les coefficients, si j'ai ça, ça et ça, eh ben, je vais obtenir le produit mixte qui donnera forcément 0. Hein, donc là, c'est, si vous voulez, ces manipulations qu'on fait avec la géométrie, on peut encore les faire pour un espace vectoriel de dimension 3. Si on considère cette géométrie, c'est celle de l'espace. Ok.
Et pareil pour la géométrie en dimension 2, etc. Alors, à quoi ça peut nous servir de manipuler des polynômes comme des vecteurs? Résoudre des systèmes? Oui, c'est ça. C'est ça, ça peut nous. C'est-à-dire qu'en fait, la vision géométrique d'un polynôme va te permettre d'appréhender des problèmes en utilisant l'intuition géométrique. Hein, souvent, quand tu fais de la géométrie, tu regardes la figure et puis tu te dis tiens, ah ben là je vois qu'il y a un coup à jouer en faisant ça, ça, ça. Eh ben, d'une certaine manière, voilà, les calculs, on va pouvoir les accompagner d'une vision géométrique, d'une vision vectorielle des choses, et grâce à ça, ça va nous permettre voilà, d'imaginer des voies plus facilement, de nous construire des intuitions, et ainsi trouver des raccourcis qu'on aurait du coup un petit peu plus de mal si on avait une vision un peu exclusivement calculatoire. Donner du sens au calcul, en fait. Voilà. Et puis ça permet encore bien d'autres choses. Bon, alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer ce que c'est un espace vectoriel. Bon. Alors, si je prends le cours il est là, tac. Donc le titre c'est espace vectoriel. Et alors là, vous avez vu, il y a du blabla. Hein. Okay. Après, il y a des exemples. Bon. Alors, le blabla, le plus important, c'est que vous compreniez la définition 1. Et la définition 2, elle est plus là, de culture générale. Alors, je lis la définition 1. On appelle espace vectoriel un ensemble, une collection d'objets, que l'on unit d'opérations afin qu'ils se comportent comme des vecteurs en géométrie. Bon. Là, l'exemple qu'on vient de traiter ensemble, c'est les polynômes. Les polynômes, on peut les additionner entre eux. On peut les multiplier par un nombre devant. On peut construire des combinaisons binaires de polynômes et on voit qu'ils se comportent comme des vecteurs. Alors après, plus spécifiquement, qu'est-ce que ça peut signifier munir d'opérations pour qu'ils se comportent comme des vecteurs en géométrie? Eh bien, techniquement, mathématiquement, et de manière beaucoup plus précise, c'est la définition 2 qui explique. Qu'est-ce que c'est des opérations pour des vecteurs? Eh bien, c'est une opération plus qui obéit à un certain nombre de règles, l'associativité, la commutativité, l'existence d'un élément neutre, d'un vecteur nul, l'existence d'un opposé. Bon. Et puis pareil, les nombres, les scalaires devant lesquels on multiplie, qui multiplient les vecteurs, ils vont vérifier un certain nombre de règles simples, complètement intuitives, qu'on fait maintenant sans plus poser de questions, mais qui sont importants de rappeler. Hein. Bon ben voilà, lambda plus mu fois x, c'est lambda x plus mu x, une sorte de distributivité par rapport au scalaire, une distributivité par rapport au vecteur, une règle d'associativité mixte où voilà, machin fois bidule vecteur, c'est machin bidule fois vecteur. Et enfin l'existence d'un nombre 1, l'élément neutre qui multiplié à x donnera encore x. Voilà, donc ça ce sont c'est l'arsenal de règles de base, de postulats qui, si ça le vérifie pour l'ensemble qu'on appréhende, eh bien on pourra dire que cet ensemble, il se comportera comme un espace vectoriel, comme un espace de vecteurs, de la géométrie. Et ainsi, les éléments de cet espace vectoriel, donc là c'est la remarque 1, on les note x ou x flèches et on les appellera vecteurs. Alors la flèche n'est pas obligatoire. Quand on n'est pas trop à l'aise, quand on n'est pas trop à l'aise, vecteur, par exemple, si je prends le 2u, 3u, 4u, etc., 2, 3, 4, ces nombres, on appelle ça des scalaires. Et on les écrit toujours devant les vecteurs. Sur vos copies, là je vous le rappelle. Alors, petite précision. Si je lis la définition 2, on appelle K espace vectoriel.
avec la lettre K. Et je vous rappelle que K, ça désigne ou les réels ou les complexes. Alors, pour un espace vectoriel, toutes les règles de calcul visuel se vérifient dans un espace vectoriel. Alors oui, que je vous mis cet arsenal de règles qui sont écrites dans la définition 2, à partir de ces règles-là, on peut déduire qui seront qu'on observe voilà, classiquement quand on fait un calcul. Par exemple, que 0 fois un vecteur, ça donne le vecteur nul. Que quel que soit le nombre fois le vecteur nul, ça donne le vecteur nul encore. Que si j'ai un nombre fois un vecteur qui est égal au vecteur nul, eh ben, soit le nombre il vaut 0, soit le vecteur il vaut 0. Ça, c'est des trucs évidents, voilà, on sait le faire. On oublie pourquoi c'est vrai. C'est vrai grâce aux règles qui sont écrites au-dessus. Et ça se démontre très facilement par le calcul. C'est quelque chose qu'on ne fera pas, mais que vous pouvez très en exercice. Alors, y a-t-il des questions par rapport à ce que je viens de dire avant d'attaquer les exemples de référence? Je vois que Kevin est en train d'écrire. Ouais, vas-y Kevin. Non, mais au deuxième point, dans la définition 2, au petit 2, vous n'avez pas oublié un lambda. Il y a lambda mince. x plus. Ouais, exact. Ouais, j'ai oublié le lambda. Ouais, merci. Ouais, bah là, ça c'est une faute de frappe. Effectivement, j'ai oublié un lambda. Merci Kevin. Écoute, je rajouter lambda. Ça me fait penser qu'il faut que je vous poste le cours complété sur les développements limités. Ouais, effectivement. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je continue mon blabla. Alors, allez, lâche tout ça. Alors maintenant, on va alors, espace vectoriel, exemple et contre-exemple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être commencer par les contre-exemples. Alors, un espace vectoriel, déjà, on peut par avoir en tête que c'est donc okay, c'est une patate. Alors, je voudrais que quelqu'un peut me donner l'exemple qui ne sera pas un espace. L'ensemble R, c'est un R espace vectoriel. 0, petite dédicace à Abdel, racine de 2, moins 1 tiers, etc. Ce sont des nombres. Quand je les additionne, je retombe encore sur des nombres. Quand je les multiplie par des nombres, je retombe encore sur des nombres de R, etc. Et tout fonctionne. De manière générale, alors après, si je prends R carré, aussi il va marcher. Tout couple 1 moins 1, moins pi carré, 12, ça va être aussi un espace vectoriel. Ok? Alors l'opposé, ça va être qui l'opposé? Ça va être qui l'opposé de 1 moins 1? Bah oui, ça va être moins 1, 1. Ok, ça va être moins 1, 1, etc. Ok? Alors, après, de manière générale, j'ai R puissance. Où là, au lieu d'avoir l'ensemble des couples, l'ensemble des n-uplets, eh bien, c'est un espace vectoriel. Et si je ne veux pas considérer R comme ensemble de nombres de référence, mais C, j'ai C puissance n qui est aussi un espace vectoriel. Ok? Alors, il y a une autre classe d'exemple. Je vous demande d'avoir également en tête. Alors là, c'est donc là on a vu
l'ensemble des polynômes. Alors là, regardez. Tout à l'heure, j'ai écrit R2 crochet X, c'est l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Ok. Donc j'ai vu, c'était un espace vectoriel. Enfin, j'ai vu, je vous l'annonce. P2, par exemple, là, si je prends 1 plus x, bah, le vecteur nul, ça va être le polynôme nul. Ok. Moins P1, ça va être moins 1, moins x carré, etc. De manière, alors j'ai également Rn crochet x, où là, c'est les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Ok. Donc là, au lieu d'avoir au maximum 2, je peux avoir au maximum n. Alors, attention, c'est au maximum. Donc là, j'ai P1 égale P2 égale 1 plus x. Je suis pas obligé d'avoir pile poil n. P3 égale moins 1 plus 2xn, etc. Ok. Et ça, c'est Rn crochet x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Alors, il y a une autre classe d'exemple qu'on a déjà vu. Attendez, avant de parler de cette autre classe d'exemple qu'on a déjà vu, il y en a une autre. Alors, à chaque fois que je fais un rond, ça veut dire que c'est une patate, c'est un ensemble. Hein. Ben, c'est l'ensemble des fonctions. L'ensemble des fonctions. De i dans R. Alors, de i dans R. Alors, fonction, application, bon, c'est à peu près la même chose. Et cet ensemble de fonctions, on le note comme ça. L'ensemble des fonctions de i dans R. Voilà, où i par exemple, ça peut être, je sais pas moi, 0 plus infini. Hein. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme fonction? J'ai f de x égale racine de x. G de x est égal à log de x. K de x est égal à, je sais pas moi. Alors, exponentielle. Alors, exponentielle x est définie au-delà des nombres positifs, mais c'est en particulier défini pour les nombres positifs. Alors, vous voyez, à chaque fois que je fais un point, je suis un vecteur. Alors là, par contre, là, cet ensemble de fonctions, là, je vous l'annonce, hein, il a une particularité. Enfin, il n'a pas, je dirais plutôt comme ça, il a quelque chose en moins que les autres ensembles qui ont été traités jusqu'alors. C'est que là, il va être difficile de trouver une base. Enfin, il ne va pas être possible de trouver une base contenant un nombre fini d'éléments. C'est-à-dire que les fonctions, on ne pourra pas les exprimer comme une combinaison, on pourra pas les exprimer comme une combinaison linéaire d'un nombre fini de fonctions de référence. Par exemple, matrice carrée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis là, le vecteur nul, ça va être qui? Ben, ça va être 0, 0, 0, 0, 0. Ok? Voilà. Et donc, tous ces ensembles que je suis en train de présenter, vous étiqueter, eh bien ces ensembles, munis des opérations intuitives qu'on utilise sur ces derniers, ont une structure d'espace vectoriel, sont qualifiés d'espace vectoriel. Et donc, les règles qu'on va construire ensemble, qu'on va observer ensemble, vont pouvoir être appliquées sur chacun de ces ensembles. Et c'est des règles qui seront très souvent les mêmes. Donc du coup, voilà, c'est ça qu'on va étudier. Y a-t-il des questions?
n'ayez pas peur de... Il ne peut pas être là. Je prends moins U plus 12V. Pareil. C'est un espace, si vous voulez, quand je fais des opérations dessus, ça restera encore, on restera dedans. Voilà, on est en système de vase clos. Et du coup, un sous-espace vectoriel, eh bien, sera encore un espace vectoriel. Puisque il est muni des mêmes opérations que l'espace vectoriel. Et en plus, cette loi, elle se fait en interne. Les opérations, elles se font en interne. Donc du coup, un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel dans l'espace vectoriel. C'est pour ça qu'il est important de s'y intéresser. Alors, voilà, je parle. Alors maintenant, je lis la remarque 3. Et cette remarque 3 est dit, tout sous-espace vectoriel de E contient forcément le vecteur nul. Alors ce que j'aimerais, c'est que cette phrase... Alors effectivement, si un sous-espace vectoriel, c'est un espace vectoriel, comme je vous l'ai indiqué, en tant que tel, le vecteur nul doit être dedans. Et ce que j'aimerais, c'est que par le calcul, vous m'expliquiez pourquoi, grâce à lambda u plus mu v, eh bien forcément le vecteur nul il est dedans. Qui peut m'expliquer Allez, vous mettez en cachet l'argument. Surtout quand je le multiplie par 2, j'obtiens un vecteur qui n'est plus dans l'ensemble, vu que c'est un vecteur différent. Okay, et là, d'un seul coup, certains sont en train de comprendre que c'est pas les exemples qui manquent. Ok. Alors, passons. Eh ben tiens. Alors, l'exemple 3, l'ensemble E et le singleton vecteur nul sont des sous-espaces vectoriels de E. Ah oui, l'ensemble E, bah oui, forcément, toute combinaison linéaire d'éléments de E reste dans E, vu que E est un espace vectoriel. Le singleton 0 est un sous-espace vectoriel de E. Bah oui, je prends. Il se trouve que j'ai pas le choix, ça peut être deux fois les mêmes. J'ai multiplie par n'importe quel nombre et je les additionne entre eux, j'obtiens encore le vecteur nul, qui est dans le singleton vecteur nul. Donc, toute combinaison linéaire est encore dedans. Donc oui. Alors, il y a un autre ensemble qui est là, cette fois-ci plus important, c'est vecte de A. Vecte de A est un sous-espace vectoriel. Et quel que soit le vecteur A que je considère, quel que soit l'ensemble E que je considère, R2, que ce soit les polynômes, etc., c'est un sous-espace vectoriel. Alors pourquoi c'est un sous-espace vectoriel? Alors modifier. Non, c'est commentaire, appuyer sur commentaire. Ok. Donc là, par exemple, si je prends lambda A appartenant à vecte de A et mu A appartenant à vecte de A. Ok. Si je prends une combinaison linéaire de lui et de lui, donc ça fait alpha lambda A plus bêta mu A. Eh bien, si je factorise, ça fait alpha lambda plus bêta mu A. Et là, je vois que ça appartient à vecte de A. Okay, donc là, je vois que vecte de A,
un sous-espace vectoriel. Alors, Alexis pose la question, y aura-t-il toujours un sous-espace vectoriel? Est-ce qu'un espace vectoriel contient toujours un sous-espace vectoriel? La réponse est oui. Est lui-même un sous-espace vectoriel. Et le vecteur nul, pris tout seul en tant que singleton, est un sous-espace vectoriel. Donc là, vous voyez, tu vois, Alexis, il y a toujours deux cas extrêmes qui vont marcher. Et puis aussi, vecte de n'importe quel vecteur sera encore un sous-espace vectoriel. Donc là, ces exemples prouvent que, étant donné un espace vectoriel, je peux lui trouver une infinité de sous-espaces vectoriels. J'en ai un, j'en ai deux, et puis là, j'en ai des milliards. Alors, vous me faites un vote pour suite convergente et vous me faites un vote pour suite divergente. Donc, vous écrivez suite convergente oui, non, et suite divergente oui, non. S'il vous plaît. Merci. Alors, suite convergente, suite divergente. Bah alors, les suites convergentes, bah oui. La réponse était oui. La réponse, c'est oui. Suite divergence, la réponse, c'est non. Vous avez raison. Alors, pourquoi suite convergente, c'est oui? Alors, déjà, pourquoi suite divergente, c'est non? Eh ben, il y a une réponse toute simple, c'est que la suite nulle n'est pas une suite divergente. UN qui est tout le temps égal à 0, elle est pas, c'est pas une suite divergente. Donc, le vecteur nul n'est pas dedans. À partir de là, c'est plié. Cet ensemble n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors après, je considère dans les suites convergentes, j'ai Vn égale, je sais pas moi, 5 moins 1 sur n. J'ai Wn égale 1 sur n carré plus 1, etc.
Donc, quel que soit UN et Vn, si j'ai UN, ben, ça va forcément converger. Ça va forcément converger, et ça va converger vers lambda L plus mu L prime. Donc si je prends une combinaison linéaire de deux suites qui sont convergentes, ça va encore me donner une suite convergente. Okay, donc j'ai bien affaire à un sous-espace vectoriel. Je rappelle que ce sous-ensemble est également un ensemble qui n'est pas vide. Il faut que l'ensemble ne soit pas vide. Pourquoi il n'est pas vide? Parce que voilà, il suffit de trouver un exemple. Voilà, j'ai lui. C'est un exemple. Donc c'est bon, ce sont des sous-espaces vectoriels. Suite convergente, c'est un sous-espace vectoriel. Alors suite divergente, alors déjà il y a 0 qui n'est pas dedans, donc c'est mort. Et puis il me suffit de simplement de prendre, regardez, si je prends égale moins 1 puissance n, ça c'est une suite qui est divergente. Et si je prends Vn égale moins 1 puissance, ah ben si je fais Un plus Vn, ça donne 0, suite convergente. Donc, non divergente. Ok? Bon, ça c'était quelque chose qu'on avait déjà vu il y a quelques temps. Et je vous avais dit, ça, on en reparlera pour les espaces vectoriels. Bon, voilà. Allez, on poursuit nos découvertes. Ah! Alors là, on va commencer à s'intéresser à l'application 2. Celle-là, elle est importante. Alors là finalement, ce qui est écrit là, c'est que S, c'est, je vais avoir Y1 exponentielle de moins t carré sur Y2 de t égale à 2 exponentielle moins t carré sur 2. Y pi égale à exponentielle moins t carré sur 2. Y0 de t égale à 0 exponentielle moins t carré sur 2, etc. On ne pourra jamais avoir 0? Bah si. Hop, 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 hop. On fait une pause. Fonction de S. Alors, atome, et donc je prends deux coefficients, lambda et mu, quelconque. Voilà, comment je l'écris quelconque? Quelconque. Okay. Alors, YA et YB sont des solutions de S. Donc j'ai YA qui va s'écrire YA de T, qui va s'écrire lambda A exponentielle moins T carré sur 2. YB de T, pareil. Lambda B exponentielle moins T carré sur 2. Maintenant, si je fais une combinaison linéaire de ces deux-là, maintenant, si je considère une combinaison, donc
lambda YA plus mu YB de T. Ça va donc être lambda A exponentielle moins T carré sur 2 plus lambda B exponentielle moins T carré sur 2. Effectivement, en mettant exponentielle moins T carré sur 2 en facteur, ça fait lambda A plus mu lambda B exponentielle moins T carré sur 2. Et là, j'ai affaire donc je vois que là, j'ai un nouveau coefficient. Donc là, je prouve que lambda YA plus mu YB, il appartient à S. Donc j'ai montré que S n'était pas vide, et j'ai montré que quand je prenais deux éléments au pif de S, toute combinaison linéaire de ces derniers me donnait encore un élément de S. Bon bah c'est bon. S est bien un sous-espace vectoriel. S est un sous-espace vectoriel. Ok. Alors je vais vous montrer une deuxième manière de rédiger. Alors, autre rédaction possible. Ça suffit si on met une seule des deux rédactions, c'est-à-dire oui, autre rédaction possible. Pour YA, YB. Regardez. YA vérifie YA de T, Y'A de T, plus T, YA de T égale 0. YB vérifie Y'B de T plus T, YB de T égale 0. Ok. Là j'ai une ligne 1, là j'ai une ligne 2. Maintenant si je fais lambda L1 plus mu L2, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir lambda Y' A plus mu Y' de T. Et là, je peux mettre T en facteur de T, lambda YA plus mu Y. Ouais, je suis là. Ah ok, non, égale A de Z, moins 2Z, Z, donc c'est Z, moins 2, mince. 2, moins 2, 1. Et là, qu'obtiens-je? Eh ben, j'obtiens que X, Y, Z s'appartient à vect de 2, moins 2, 1. Ah, alors, peut-être me serais-je trompé. Alors, alors, je me suis trompé avec le nez bouché. Ah ben sans doute alors. Alors, où est mon erreur? Qu'est-ce qu'elle donne la... Attendez, on va pas...
Je veux bien, Kylian, tu prends la parole, tu me dis, ici, là, qu'est-ce que je mets? Ah, c'est -1, bon alors ok, j'ai dû faire une vidéo aussi. Donc là, c'est... Ah ok, d'accord. Donc là... C'est ça? Donc là, j'ai -1, ouais, de toute manière. Ok. Bon, je vérifie vite fait, hein. Donc là, si je fais 1, -6, plus 5, ouais, c'est bon. 2, -8, plus 6, ouais, ça donne 0. Ok, c'est bon. Oui, merci les gars, vous avez raison. Tout. Alors regardez. La question, c'est est-ce que... ceci prouve que finalement, alpha 1, 1, 2, 3, plus bêta 1, 4, 5, 6, plus mu alpha 2, 1, 2, 3, toi je te masque, bêta 2, 4, 5, 6. Bon bah là, je range mes jouets. Lambda alpha 1 plus mu alpha 2, 1, 2, 3, plus lambda bêta 1 plus mu bêta 2, 4, 5, 6. Donc ça appartient bien au vect de 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai l'impression que j'écris carrément plus gros que les fois d'avant. Hein. Là, quand je regarde ce que j'ai fait ici, c'est un petit peu plus gros. Hein. Bon, bref. Et là, vous voyez, ceux qui ont bien travaillé leur compte rendu, toutes ces manipulations là que je suis en train de refaire avec vous, c'est des manipulations que vous avez pris le temps de faire soigneusement et pour être honnête, hein, de bien faire. Hein, la très grande majorité d'entre vous avez ce travail-là, vous l'avez fait soigneusement. Donc là, vous voyez, là vous êtes en train de réaliser que ça vous sert. Hein. Donc vous voyez que, voilà, un plan vectoriel, c'est un sous-espace vectoriel. N'importe quelle combinaison linéaire de deux vecteurs, combinée avec n'importe quelle combinaison linéaire de deux vecteurs, donne encore une combinaison linéaire de ces deux mêmes vecteurs. Ok, y a-t-il des questions? Je vois que c'est en train d'écrire là. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui a pris la parole. Non. Monsieur? Yes. C'est pas par rapport au cours, c'est par rapport au tableau blanc là qu'on utilise. Ouais. Je sais pas si ce problème vient de moi ou si ça le fait à tout le monde, mais en fait, à chaque fois, plus vous écrivez gros, plus ça prend de la place et plus ça fait laguer les ordis. Du coup, là, moi, quand je vais sur le tableau, je peux rien déplacer, il y a tout qui plante, quoi. Alors, c'est mon cas, après les autres, je sais pas. Mais... Pour demain. Bien comprendre. Ok. Quant aux autres,